Activer mon micro. Alors, bonjour. Alors, il est déjà 5h01. On va laisser peut-être la chance un peu à tout le monde de rentrer lentement dans cette nouvelle conférence. Discutons. Donc, je me présente. Je suis Louis-Charles Lanier. Je suis professeur ici à l'École de design. Puis, au nom de l'École, j'aimerais vous souhaiter la bienvenue dans cette première conférence qui inaugure en fait une série de 6 conférences qui vont inviter des diplômés de l'École de design, tous couvrant des champs disciplinaires différents. Donc, il y a 3 conférences cet automne. On commence ce soir avec Catherine Damour. Et il y en aura 3 aussi à l'hiver. On aimerait bien peut-être la dernière au mois d'avril, elle pourrait peut-être être en présence. On verra où c'en est, mais on aime quand même bien cette formule-là. Donc, je vous explique un peu notre idée derrière cette série de conférences-là. Dans cette période très atypique, on a pensé que c'était important de rester près des personnes qu'on admire. Donc, on a invité des diplômés, bien sûr, à venir vous rencontrer, mais on leur a lancé le défi aussi, on leur a posé la question, vous, est-ce qu'il y a quelqu'un que vous admirez? Pas nécessairement quelqu'un qui fait partie de votre entourage proche, mais quelqu'un avec qui vous aimeriez avoir une conversation. Et on leur a demandé s'ils voulaient bien inviter ces gens-là à venir vous rencontrer aussi. Donc, ce que vous allez voir ce soir, c'est en fait une conférence à l'intérieur de la conférence de Catherine Damour qui a choisi un invité et elle va vous en parler tout à l'heure. Donc, la première d'une série, on a vraiment la candidate idéale avec Catherine Damour pour cette première conférence-là, parce qu'elle incarne elle-même, avec sa pratique récente, qui chevauche différentes disciplines, je pense vraiment une très, très belle vision de ce que peut être le design. Donc, Catherine était jusqu'à tout récemment à l'agence Nouvelle Administration. Elle est maintenant réalisatrice multimédia chez Moment Factory. Donc, avec toujours le même souci d'excellence à travers toute sa pratique. Je pense que c'est ça qui est extrêmement inspirant de Catherine. Donc, je la remercie d'avance d'avoir accepté notre invitation. Donc, je vais lui céder la parole rapidement avant de continuer quelques petites données techniques, si vous voulez bien. Donc, je vous confirme que la conférence de ce soir, elle est enregistrée. Si vous êtes en train de nous écouter sur la plateforme Zoom, je vous invite à poser des questions, si vous voulez bien, avec la fonction converser. Il y a David et Victor qui sont nos anges gardiens pour la soirée, en fait pour la courte période de la conférence, qui vont me relayer vos questions et on pourra parler à la toute fin, brièvement, prendre quelques-unes de vos questions. Aussi, vous allez voir, on a opté d'avoir la possibilité soit de voir tout le monde ou d'être plus concentré sur les invités qui nous parlent. Donc, je vous invite, pour ceux qui sont dans Zoom, de peut-être jouer entre l'affichage galerie et l'affichage intervenant. Vous allez voir, un des deux va vous donner, je pense, peut-être l'aspect le plus valorisant là, pour les gens qui vont vous parler ce soir. Donc, à vous de jouer avec ça. Est-ce que j'oublie quelque chose? Je ne crois pas. Oups, je perds mon micro et mon écouteur. Donc, j'inviterai peut-être Catherine à se joindre à nous. Bonjour Catherine. Allô. Merci d'être là. Alors, c'est vrai, c'est lancé. On est là tous les deux côte à côte. Moi, si je fais l'affichage intervenant dans mon cas, là, on se voit vraiment côte à côte, donc c'est parfait, mais je comprends que pour certaines personnes, ça peut être l'inverse. Donc, c'est vrai, Catherine, c'est parti, ce cycle de conférences-là. On a eu la chance de rencontrer ton invité tout à l'heure. On était là, tout le monde. Alors, c'est vraiment excitant. Alors, merci d'avoir accepté d'être un peu le cobaye de cette nouvelle série dans cette période atypique. Je te laisse la parole. Oui, merci. Je vais partager mon écran. Et voilà. Et voilà.
Alors, bonsoir, je m'appelle Catherine Damour, comme le disait Louis-Charles, je suis designer, réalisatrice multimédia et je suis aussi nouvellement chargée de cours à l'UQAM cet automne. Je suis graduée de l'UQAM de l'école de design en design graphique. Je veux d'abord vous remercier de m'avoir invitée ce soir, je suis vraiment honorée. C'est vraiment une belle invitation, puis je suis un peu stressée, so bear with me. Mais je me sens privilégiée de casser la glace, puis d'initier cette belle série de conversations dont vous avez eu l'idée. Puis c'est encore plus spécial de le faire dans ce contexte pandémique-là. On va le faire sans masque ce soir, mais on va le faire à travers des écrans. C'est d'autant plus important, je pense, de partager dans les circonstances actuelles. Alors, on y va. Les premiers souvenirs débutent vers l'âge de 3-4 ans, apparemment. En tout cas, les miens, oui. Je suis la petite fille avec le petit pompon blanc. C'est à la cabane à sucre. Faut savoir que lorsque je suis petite, je suis mon grand-père et mon père partout. Mon grand-père occupe une place vraiment importante, c'est comme mon deuxième père. Il m'apprend tout. C'est lui qui cultive l'immense jardin qu'il y a dans la cour chez nous. Mon père lui a construit un gigantesque four à pain dans la cour aussi, puis il vient faire sa boulange à tous les vendredis. Donc, il me montre tout ça, entailler les érables, faire les sucres, enlever les bébites à patates du jardin, and so on. C'est aussi ma gardienne. Quand mes parents s'offrent un peu de temps, mon grand-père vient s'occuper de moi à la maison. Et j'avais envie de vous parler de nos deux activités préférées parce qu'elles résonnent dans mon parcours. La première, c'était de colorier dans les grands cahiers à colorier avec des crayons de cire. Ils prenaient la page de gauche et moi la page de droite. On remplissait les grands espaces de couleurs. Et puis à la fin, on se donnait des notes à la blague. Notre deuxième activité préférée, c'était se raconter des histoires. Mon grand-père, c'était un conteur fantastique. Ses histoires étaient bien ficelées, ses personnages étaient plus grands que nature, puis ces personnages revenaient d'une histoire à l'autre, puis ils étaient tellement vrais que j'ai passé une partie de mon enfance à lui demander Grand-papa, est-ce que ces personnages-là, tu les connais? Est-ce qu'ils font partie de ta vie? Est-ce que c'est tes frères? Puis il s'arrangeait toujours pour me répondre avec d'autres histoires sans vraiment me donner la vérité. Donc, ça faisait du sens pour moi de vous montrer cette couverture de livre. C'est le premier cadeau qui a subsisté à toutes ces années. C'est un livre de contes, Les Contes du Lapin Bleu. Et c'est des contes, un conte pour chaque soir. Mes grands-parents me l'ont offert en première année quand j'ai commencé à lire et à écrire. Puis je me rappelle que je passais du temps dans ma chambre à lire, à me pratiquer. Mais aussi à redessiner toutes les illustrations qu'il y avait dans le livre et à raconter ces histoires-là dans mes mots avec des personnages nouveaux. Donc, j'étais fascinée par les histoires, puis j'aimais m'en faire raconter, mais j'aimais en raconter aussi. Puis en vieillissant, bien sûr, il faut choisir qu'est-ce qu'on veut faire dans la vie. Moi, j'ai tergiversé vraiment beaucoup, de pilote d'avion à vétérinaire, à avocate. Puis finalement, en réfléchissant, je me suis rendu compte que je redessinais les menus dans les restaurants, que je faisais des affiches pour les commerces locaux. Donc, ça faisait du sens d'aller en graphisme au cégep de Rivière-du-Loup, une ville qui n'était pas très loin de mon village Trois-Pistoles. Donc, j'ai quitté le toit familial à l'âge de 16 ans. Puis après ces 3 années d'études-là en graphisme, je ne me sentais pas tant prête à embarquer dans le train de la vie adulte. Alors, j'ai décidé d'aller étudier le design graphique à l'UQAM. Puis ça aussi, c'était une grande aventure en soi. Je déménage à Montréal avec mon sac à dos, j'arrive en ville. Puis il faut comprendre que la ville, j'y étais venue, mais petite, pas pour explorer la ville, mais pour explorer la ronde. Donc, d'explorer la ville avec des yeux d'adulte, de jeunes adultes, c'était nouveau. Puis je me souviens encore de mes premières journées dans le pavillon de design. J'étais fascinée par le lieu, par les professeurs qui venaient d'ici, mais d'ailleurs, par la ville aussi. Puis très vite, mes cours préférés ont été mes cours de typographie et mes cours d'illustration. Ça a été assez rapide et assez clair comme préférence.
Et là, suite à ça, j'ai fait un peu de travail en agence, mais je ne cadrais pas très bien en agence parce que j'avais beaucoup de difficultés à avoir un boss. Donc, je me suis lancée à la pige. Et heureux hasard, les premiers projets sur lesquels j'ai travaillé ont été des projets d'édition. Mon projet préféré en édition, c'est celui-là, quoique hyper complexe, puis il m'a donné des nuits blanches et il m'a fait m'arracher les cheveux sur la tête. Ça a été le projet de collection pour les 10 ans du Cartanier. Il a fallu designer cette collection-là de A à Z. Elle n'existait pas. Donc, j'aime les histoires, j'aime lire, alors je me suis plongée dans la lecture de ces 10 nouvelles-là. Chaque nouvelle était pour moi assez évidente. Il y avait soit des champs lexicaux ou des concepts qui retenaient mon attention. Et c'est ce que j'ai décidé de mettre de l'avant en les illustrant. Puis après avoir fait 1000 esquisses, j'ai raffiné certaines illustrations. Mais comme j'aime pas les choses simples, j'ai décidé de me rajouter un facteur de complexité puis de designer 10 timbres graphiques qui sont apposés par-dessus les illustrations et qui sont à un autre niveau de langage, qui, eux, sont des référents de lieux, d'histoires ou d'objets. Puis, lorsque ces compositions graphiques-là ont été terminées, il fallait faire la grille graphique pour mettre de l'avant l'auteur, le titre de la nouvelle. Puis, on a opté pour faire quelque chose de super minimaliste pour laisser parler les illustrations. Créer cette série-là, ça a été ardu. J'ai appris vraiment beaucoup sur le travail d'édition. Mais ce que je retiens le plus de ça, c'est que j'ai appris à transcrire dans une seule image le concept fort d'une histoire. Parallèlement à ma carrière en design graphique, j'adore l'illustration. J'essaie d'en faire une pratique qui est plutôt personnelle. Un jour, un directeur artistique avec lequel je travaillais m'a dit « T'es bonne en design, mais t'es vraiment, vraiment pourrie en illustration, alors je te conseille d'arrêter et de te focusser sur le design graphique. » Chose que j'ai fait pendant un certain temps, mais je me suis rattrapée, je me suis ressaisie et j'ai décidé de recommencer. Puis l'année dernière, j'ai commencé une pratique éco-responsable. J'ai commencé à peindre sur des tissus que je récupère chez des designers éthiques montréalais. Et lors d'un voyage à Venise, durant la Biennale en 2019, j'ai décidé de disperser partout dans la ville des symboles que j'ai peints qui, pour moi, faisaient écho à cette ville-là et qui avaient des attachements particuliers pour moi à certaines idées. Venise, quand je l'ai découvert, c'est devenu pour moi un musée à ciel ouvert. J'ai eu envie de lui rendre hommage puis de faire des mises en abîme symboliques. Tantôt en déposant un symbole près d'un canal dans une alcôve, tantôt sur la basilique Saint-Marc, sur des sculptures religieuses. J'avais envie de redonner à cet endroit-là. Il faut savoir que Venise est envahie par les touristes. Son écosystème, ses fonds marins sont menacés par les gigantesques bateaux de tourisme qui débarquent. Et puis tout ce que les touristes cherchent à faire, c'est prendre. Et puis moi, ce que j'avais envie de faire, au lieu de lui prendre quelque chose, c'était de lui offrir quelque chose. Alors, j'ai vu Venise avec des yeux différents. J'ai parcouru la ville de long en large. J'y ai laissé en tout 20 symboles. Tantôt sur un puits condamné, tantôt sur une bricola dans la lagune, ces espèces de poutres sur lesquelles on attache les gondoles. Parfois, j'ai caché des symboles et puis j'ai observé, je me suis amusée à observer les touristes que je prenais en photo devant les petits morceaux de lin que je cachais. J'ai aussi décidé d'en laisser dans les fissures des murs. Ça faisait du sens pour moi parce que Venise est menacée par l'Aqua Alta, qui est la période d'inondation. Et ces inondations-là sont tellement dévastatrices qu'elles abîment le paysage.
J'ai aussi décidé de me promener dans les coins moins touristiques, de visiter les petites rues cachées où habitent les locaux pour y laisser des symboles, parfois sur une corde à linge, pour leur rendre hommage aussi. Puis, j'ai voulu rendre hommage aussi aux gondoliers à travers la ville, mais aussi aux pêcheurs qui partent très tôt le matin à la recherche de fruits de mer qui vont être servis aux touristes durant la soirée. J'ai même laissé des symboles dans la poste, dans la boîte aux lettres d'un local, par exemple. Je me suis arrangée pour trouver des systèmes qui existaient déjà sur les lieux physiques, dans la géographie, pour apposer ma vision, des symboles dans cette ville mythique, puis de lui léguer quelque chose. Suite à tout ça, bien, ça me fait réfléchir. Je travaille pour le studio Nouvelle Administration que j'ai fondé avec 2 amis. Et puis, j'arrête pas de leur casser les oreilles avec le fait que, bon, le design imprimé, OK, on travaille sur des identités de marque, on travaille sur du packaging, on travaille sur des campagnes multiplateformes, mais je me sens pas rassasiée, j'ai le goût de me dépasser. Et puis, je leur dis, tu sais, j'ai envie d'explorer des échelles différentes, de me questionner sur notre rapport à l'environnement. Donc, plutôt que de penser au design qu'on manipule avec les mains, par exemple, ben, j'ai plutôt envie d'explorer le design dans lequel on se promène. Donc, à ce moment-là, je ne le sais pas, mais je vais entrer dans un projet qui va changer le cours de ma carrière. L'ONF sollicite à ce moment-là les services de notre studio pour réaliser une installation complètement analogue au Musée de la Civilisation qui s'inscrit dans une exposition sur la révolution technologique. Et notre installation va questionner notre utilisation des médias sociaux et va questionner notre connectivité. On entre dans ce projet-là. Il y a déjà 2 co-créateurs qui travaillent depuis longtemps et très fort sur ce projet-là, Émilie Grenier et Simon Vaillancourt. Puis nous, on arrive comme ça, out of the blue, puis on y amène nos idées pour questionner l'espace, l'architecture du lieu, puis aussi questionner comment on va engager le visiteur dans cette expérience-là sans le juger, sans être trop moraliste. Donc, il faut trouver la bonne façon d'amener le contenu, de poser les bonnes questions. Par exemple, pour solutionner ça, pour amener diverses layers de questionnement, on décide de faire 3 parcours. Le premier, quelle est la vision que j'ai de moi-même face à mon utilisation des médias sociaux? Le deuxième, c'est quoi ma relation avec les autres? Est-ce que je suis fidèle dans le virtuel versus dans le réel? Puis, quelles sont mes habitudes finalement avec mon cellulaire dans le 3e parcours? Il faut choisir les bons matériaux pour engager ces questions-là. Par exemple, quand on parle d'égo-portrait, on décide d'utiliser le miroir pour que l'utilisateur soit face à lui-même, face à son image, quand il se pose la question, est-ce que mon image est fidèle à ce que je suis vraiment sur les médias sociaux? On met aussi à sa disponibilité des lunettes qui agissent comme un filtre, un peu comme les filtres, finalement, dans les médias sociaux. Elles sont rouges, donc elles viennent rendre la lisibilité plus facile à certains moments ou mettre en évidence certains éléments du contenu. Puis elles sont en forme de cœur, bien entendu, parce que c'est le référent au fameux like auquel on s'attache, malheureusement. Rien est laissé au hasard. Et certaines zones sont travaillées en transparence pour créer de l'attente. Par exemple, un visiteur est dans le premier parcours, voit une partie de l'installation, se dit peut-être que je vais y arriver, mais finalement pas du tout. Donc, on crée des trompe-l'œil comme ça pour créer de l'attente, mais aussi pour faire des effets de surprise. L'architecture du lieu a été pensée avec Appareil Architecture, puis heureusement qu'ils ont été là pour nous aider parce qu'en tant que designer graphique, on avait des bons réflexes concernant le design, la typographie, le contenu, tous ces éléments-là, on est capable de les travailler en cohérence. Mais par contre, l'installation tridimensionnelle, la géographie du lieu, si Appareil Architecture n'avait pas été avec nous, on aurait eu vraiment de la difficulté à faire une expérience utilisateur qui soit très pertinente. Donc, on a appris énormément dans ce processus-là avec eux.
Puis comme on est des designers, eh bien, on pense au contenu, comme je le disais, on pense aussi au contenant, mais on a très peu souvent la chance ou l'occasion de se questionner sur la sécurité de l'utilisateur dans les lieux physiques. Puis, drôlement, la glissade, pour nous, était un symbole très fort et très métaphorique dans l'expérience. On ne voulait pas s'en départir, mais il a fallu faire 1000 itérations pour arriver à une glissade qui soit sécuritaire. Tout ça pour dire qu'il faut être patient dans un processus comme celui-là. Et dans ce premier processus, pour nous, la patience a vraiment été le mot d'ordre. Du début de l'expérience, quand c'est très embryonnaire, puis qu'on pense au concept, jusqu'à la livraison finale de ce projet-là sur les lieux du musée. Il y a un monde qui existe entre les deux, puis il y a plein d'impondérables. Donc, être agile, être capable de se poser des questions, puis d'être en mode solution, ça a été très enrichissant. Puis, suite au projet Mode Avion au Musée de la Civilisation, on dirait que je ne pouvais pas retourner en arrière. Et j'ai accepté de relever un nouveau défi, celui de me joindre à la grande équipe de Moment Factory. Explorer le design dans l'espace. J'avais le goût de continuer cette réflexion-là que j'avais entamée dans le projet Mode Avion. Ça faisait du sens, c'était la suite logique des choses pour moi. J'ai toujours voulu rassembler des gens autour d'un récit dans ma pratique. Je l'ai fait dans le livre, en illustration, puis dans le design imprimé. Mais comme notre monde avance à une vitesse grand V technologiquement, pour moi, de commencer à apprendre un nouveau médium pour continuer de raconter des histoires, c'était très sensé. Puis la technologie est tellement partout dans nos vies, à un point tel qu'on s'en rend même plus compte. Tantôt, on la trouve froide, malsaine, puis elle prend trop de place. Donc, personnellement, ma vocation, ou en tout cas ce que je me donne comme défi, c'est comment je peux la hacker pour engager un nouveau dialogue, une nouvelle conversation qui est plus humaine. En ce moment, j'ai la chance de travailler sur des projets immersifs. La création immersive comporte vraiment de grands défis. Pour qu'elle soit bien réussie, par exemple, on doit vraiment plonger l'utilisateur, le visiteur, dans un environnement dans lequel il perd tous ses repères spatio-temporels. Et puis, quand ça, c'est très réussi, il y a une certaine magie qui opère. Puis, ça nous permet d'atteindre des états qu'on n'a plus vraiment la chance d'atteindre dans notre monde qui va tellement vite, comme par exemple la contemplation. Ressentir les choses, prendre le temps de les observer et de ralentir finalement. Quand j'y pense, la petite fille qui se faisait raconter des histoires puis qui en racontait est toujours là aujourd'hui. Mon grand-père m'a légué la plus belle chose, c'est-à-dire partager, raconter, rassembler. Il me semble en plus qu'en ce moment, dans la situation et le contexte actuel, on en a besoin plus que jamais. Moi, j'ai le goût de réfléchir, de me questionner. Puis c'est ce que je veux léguer aussi à mon tour. Entrer dans la création, l'ancrer dans ce qu'on vit, revoir nos habitudes, puis même questionner ce qui est invisible. Pour moi, ça fait vraiment partie de ma pratique en ce moment. C'est ce qui me fait triper finalement. Puis, il y a un artiste qui m'inspire énormément dans mon travail et dans mes réflexions. Il y a pas mal d'années, quand j'ai découvert le travail de Raphaël Lozano-Hémère, je suis tout de suite tombée en amour avec sa démarche. Je trouve qu'il arrive à transcender la technologie pour faire réfléchir l'humain, pour amener l'empathie, pour rassembler les gens et les faire se questionner sur des choses du quotidien, des fois des choses plus grandes. Donc, je suis vraiment honorée qu'il ait accepté d'être ici avec nous ce soir. Et voilà, je vais arrêter mon partage d'écran et je vais l'inviter à se joindre à moi. Bonsoir, Raphaël. Bonjour, je ne sais pas si mon caméra fonctionne. Oui? Oui, OK. oui. En fait, Raphaël, je ne t'ai pas présenté. Raphaël et moi, on va faire des switches français-anglais. Je vais te laisser te présenter brièvement, Raphaël, pour les gens qui ne te connaissent pas, même si je pense que tout le monde te connaît.
OK, donc, je suis vraiment content d'être ici et de supporter Catherine et son travail. C'est très admirable. Aujourd'hui, je suis désolé parce que je voudrais parler en anglais. C'est sûrement une question de vitesse. Et Oui, si je dors jusqu'un peu la dernière nuit. Donc, si c'est possible, je voudrais parler en anglais. oui, 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 mais oui. on peut Allez. faire le dialogue en français aussi. Je vais poser des questions en anglais ou en français, comme on le sent. It's really casual. En français, ça marche. So it's a pleasure to be here. I'm an artist that, like Catherine, has worked in the intersection of design and relationships. I very much like the idea of taking design into the streets, like she did in Venice, and also the creation of design to enter and design that takes over all of your peripheral vision in this kind of immersive environment. I have a studio here in Montreal with 15 people, 3 of which are graduates from UQAM. So I have 2 people that come from Media Interactive and 1 person that comes from Dance Contemporain. But I don't have anybody yet from the École de Design, and I've heard really good things about it. So I hope that I can meet people here who are interested in making this kind of development. The studio makes two lines of work. One line is work in public space, and the other line is in museums or indoors or collections or biennials. And I believe very much that the construction of art, the construction of design has to be based on the idea of interaction and in the idea of the public being an integral part of the artwork. So Marcel Duchamp said that le regard fait le tableau, and it is the participation or the observation of the artwork that completes it and creates an experience that is memorable in the end. So that's kind of my introduction. Ça résonne, ça résonne. Je vais te poser la première question en français, Raphaël. Oui. Une question plus ancrée dans ce qu'on vit en ce moment dans le contexte pandémique. Comment vous avez réagi à la nouvelle du gouvernement quand ils ont décidé de fermer les musées, les galeries dans votre résidence à l'Arsenal? Comment vous avez réagi à ça? Well, a little bit disappointed, obviously, because the show was starting to get a little bit of momentum and traction. We were sometimes selling out. I also believe that the show was really well opened for safety. So all of the measures and the precautions were in consideration. We developed a way to interact with computers that is touchless, because most of the time I ask people to hold things and to breathe and to press buttons and screens. In this show was all contactless. So I thought that if people were still going to the gym, certainly museums are places that are safer than a gym. But at the same time, I have 3 kids and I have family members who are in the first lines, who work at hospitals. And I know that the hospitals are swamped. And so, of course, I agree that we have to, as a society, make the decision over what is more important. And right now, what's more important is that, we react as scientifically as possible, which is not what the government is doing. Je suis vraiment d'accord avec vous. My next question is more creation related. How can we engage a human scale conversation using technological mediums, according to you? So I always say that my work in technology is not because it's something new or something original, but because it's something that is inevitable. In other words, our society, our communication, our war, our economy are based in globalization and on technologies of connection, which have some good sides, but also a lot of very dark, ominous sides. So what I think is to work with technology is
to do what's normal, what's natural. If you want to speak about the current human condition, I think that technology is the language through which we must express ourselves. So I think of technology very much as something that is inseparable from us. And even if you do design, you know, and you draw, or you are a painter, for example, your public still technological, because your public watches 8 hours of screen a day, you know, whether it's phone or internet or TV. We are inseparable from this technology. So what I often say is that technology must be used to criticize technology. So we have to think of ways to make visible, to make tangible, to make material. For example, the technologies of control and statistics and metrics and biometrics. So I like the idea that the usage of technology is not a celebration, is not optimistic. The usage of technology is a bit dark and gothic and romantic and critical, because I think that art comes not from a blind celebration of what's new, but it comes from, as you were saying in your presentation, about a reflection, you know, about a moment to really think and observe, and then ask questions. That's what I think that art is good at. Technology is good for solutions, but we need to you know, emphasize how can we make a technology that is critical and that asks questions. Et puis, puisque la technologie devient the new normal, tout le monde l'utilise de plus en plus, elle est normalisée. Quand on travaille avec la technologie, quand elle devient normalisée de cette façon-là, est-ce que ça vous pousse à envisager d'autres médiums ou envisager une autre façon de la questionner? Yeah, I mean, I sometimes say that my work is close to performing arts, because I think that when interaction is important, when things are in movement and where there's the element of time and interdisciplinary dialogue between, say, sound and light and projection and so on, I think that my role is really one of, you know, metteur en scène, is somebody who's like a director, somebody who connects different types of disciplines together and to create an experience. So I think that one of the things that is important is to go away from the 19th century idea, also 20th century idea of the artist as this lonely person who sits in front of the canvas with a inspiration and is a genius and so on. But rather we are like agents that work in relations with others in collaboration. And it doesn't mean that everything is done by consensus. It's still, there's one person or a couple of people who are the directors, and everybody else works in tandem with them. So I would say that the thing that I think is closest to what we need for this kind of work is a study of theater or a study of performing arts in general. How do we attract the attention on the perception of our public in a way that is event driven? Ça fait du sens, ça aussi. Puis, la conversation qu'on engage à travers la technologie, est-ce que pour vous, c'est la même chose qu'une conversation qu'on engage dans l'art en général, c'est-à-dire la peinture ou la sculpture? Est-ce que pour vous, la conversation est la même ou elle est différente? It depends who I'm talking to. So if I'm talking to people who are saying things like technology cannot reach the sophistication of the established arts or the seriousness or the mourning, I disagree. I think technology can be used to talk about the, you know, ages long traditions of artists thinking about death, for example, or thinking about revenge, or thinking about, you know, like one thing that I love to think about is ambiguity, you know, like, can we make technology that is ambiguous? So that's if I'm speaking to someone who's techno-pessimist. If I'm speaking to a techno-optimist, oftentimes the techno-optimists will say things like, oh, well, with technology, your possibilities are endless.
Well, a piece of paper, the possibilities are also endless. It's ridiculous to imagine that somehow with technology you have more possibilities. So I think it really depends who we're speaking with. We need to inhabit a middle ground of a healthy rejection of gratuitous technology, but also a healthy rejection of the people who want to go back to Pol Pot, you know, to the time before technology. We don't know what that was. We are all, you know, immersed in a world that we cannot escape. Mm. Puis vous parlez d'une conversation et de prendre en compte à qui on s'adresse quand vous parlez des gens positifs à propos de la technologie versus négatifs à propos de la technologie. Mais comme artiste, comme créatif, est-ce que vous pensez qu'on a un rôle important à jouer dans un dialogue qui est ancré dans un contexte sociétal, par exemple? En ce moment, on vit une crise sanitaire, elle est mondiale. Est-ce que notre rôle comme artiste, c'est d'amener ces sujets-là en avant dans nos créations? I think so. I mean, the artist is a citizen, and as a citizen, we have to react to the realities around us. So COVID is a symptom of the idea that the atmosphere wants to kill us. It's only one symptom. The other symptom is we are breathing 422 parts per million of carbon dioxide. No human in the history of humankind has ever breathed that high carbon dioxide levels. And we know that this small wave of COVID is going to be followed by a much bigger one of climate change and basically an extinction event. Every 3 minutes, a new species is extinct in the world, an animal species. So I think we have to be careful not to be messianic. So the artist is not the savior. The artist doesn't have the solutions. The artist does not pretend to have like an ideology or a manifesto that can be followed, like an instruction. But at the same time, we are part of it. We are complicit, and we need to speak out, and we need to relate to some of this, to some of these issues. So I think for me, COVID is very humbling, because it's, when we speak about globalization, we're always talking about something that's positive, but here is globalization trying to kill us. So I think in general, as artists, so long as we don't take ourselves too seriously, we must also deal with these serious issues of our time. Puis, il y a une question qui me brûle les lèvres, mais qui est un peu basic, I guess. Dans ce que je fais dans mon travail, j'essaie toujours de léguer quelque chose, de donner quelque chose. Pour moi, l'idée de donner, c'est vraiment important, de partager. Ça fait vraiment partie de tout ce que je fais dans la vie, même quand c'est pas relatif à la création. Est-ce que pour vous, c'est important aussi? Est-ce que vous tentez de donner quelque chose, de léguer quelque chose? Est-ce que ça fait partie de votre journey en création? Yeah, I mean, legacy is a big word. It's kind of, I think that the artist, you know, leaves traces behind, and one has the idea that somehow this creates a contribution, you know, that somehow people will be able to approach this work and it will have a life after we're dead. Montaigne said that to philosophize is to learn how to die. I think artists do the same thing. We are making art because we can't help ourselves. We're making art because we know that our life will finish. And then when it's finished, we have this weird vanity that somehow something stays behind and that you have contributed something for the future. But the truth is, I think in your case, you are very talented you can be very talented by yourself, and you can be talented with a team. I cannot be talented by myself. I need to have a team of people. So my legacy is linked to relationships that will break over time. And I know that eventually preserving a work that is based on these relationships will be much more difficult than if I had, for example, your talent to be able to say, you know, design or illustrate or develop projects by yourself. And so I admire that you can do both.
And I think ideally an artist should be able to do both. I think that I'm more of an imposter. And remember that I have a chemistry degree, so I studied chemistry. There's no business for me being an artist, but it just ended up being my situation. And that's why I depend on all these people. Legacy is a bit more difficult that way. Quand vous parlez d'imposteur, I can relate to that parce que je me sens comme une imposteur all of the time, surtout chez Moment Factory parce que j'avais aucun background technologique et je suis atterrie là-bas juste par un désir d'apprendre, de me dépasser. L'apprentissage, je pense que c'est un moteur super important dans la création. Vous dites que vous êtes un ancien scientifique ou en tout cas que votre background est en sciences. Est-ce que vous l'utilisez dans vos créations, of course, mais est-ce que votre désir d'apprendre est un moteur aussi dans ce que vous créez? Oui, beaucoup. I sometimes say that my studio, we have attention deficit disorder because we are once we get really good at developing something, we want to move to something else. So we have short attention span and everybody is kind of always working on something new. And I'm not proud of this. I think that the development of a solid language of expression demands that you return to the same questions over and over. That's what gives you the practice and the almost artisanal, strength to have a solid voice. But because I'm ADHD, like attention deficit, I'm all over the place. I think that the growth and the learning is part of what makes this beautiful. I think that working with systems that are out of my control, things that are, you jump into the dark, the uncertain, is a very encouraging force for you to move forward and to do things. So the fact that you went to Moment Factory is, first of all, what Moment Factory really needs. So Moment Factory needs more people that are not so specialized in technology, but more specialized in stories and content and color and form. So that's really good for them. And for you, it's interesting because you can have such a wide experience of different métiers in a studio team that is going to be really, really beautiful. But I think, growing, learning, I miss university very much. It's a moment where you can meet people who are literally knowing more than you, and you shut up and you learn. It's the most exquisite of things to steal. Oui, c'est vrai. J'ai la chance de donner une charge de cours à l'UQAM en ce moment, puis je dois avouer que c'est ça aussi, un grand bassin d'apprentissage. Puis les étudiants donnent tellement aussi. Tu sais, en tant que professeur, on donne, mais les étudiants nous donnent en retour aussi. Je trouve que le contexte universitaire est vraiment riche, en effet. Le contexte scolaire, point. C'est juste dommage qu'on le fasse à travers un écran en ce moment, puis qu'on ne puisse pas être... Moi, ça, c'est ce qui me dérange le plus en ce moment de notre contexte pandémique, c'est de devoir échanger à travers un écran. Est-ce que vous trouvez ça facile dans votre travail? No, I hate it. I love I don't like the linearity of it. I like in the studio, there's many things going on, and I like that panoramic thing. But at the same time, I think that we are privileged. We're privileged that we can have this conversation, even though we can't be close to each other. So I feel lucky. I also think that it's very important to do this even though we don't like them, I think we have to do them. Because if not, we are going to go into our bubbles and get lost in our own ideas. And that will be very boring. I also think that art has, in general, a lot of contributions to make against the pandemic. And one of them is this idea of creating connective experiences. So I really like this idea of shared experience. Right now, our shared experience is this, but all of us, and I'm sure you guys are too in Moment Factory, we're developing online pieces with different kinds of avatar systems. We're trying to see, well, what is it that we can contribute at a time when we feel so separated, to bring people close together. And the solution is not Zoom.
but the solution is out there somewhere. J'espère que c'est pas Zoom. Sinon, c'est triste. Puis quand vous parlez d'offrir des solutions peut-être pour cette situation-là particulière dans laquelle on vit, qui est COVID, est-ce que dans votre réflexion en ce moment, dans vos projets, vous essayez de repenser les projets sécuritairement pour la situation actuelle? Est-ce que ça change votre idée de ce qu'on devra créer demain? Puis là, je parle beyond les installations qui sont COVID-friendly, puis tout ça. Là, je parle dans un contexte de création. Est-ce que vous vous posez la question sur ce sera quoi demain? Nos interventions artistiques, est-ce que ça va changer? Est-ce que la perception de la personne qui voit nos œuvres va changer? Est-ce que vous vous posez ces questions-là? Yeah, for sure. I mean, these are very important questions. I mean, I think that after COVID is finished, we're all going to massively retake our cities. We're going to take the public space. We're going to need to hug. We're going to need to kiss strangers. We're going to need the reaffirmation of our bodies. And there will be this massive embodiment of public spaces. So art needs to be there to celebrate the uniting of people to share experiences, but also art should be there to mourn and to have this notion of the loss, because it's very abstract to imagine that over 1 million people have died of COVID, many of whom never received, like a visit from their families. So I think art has a job to celebrate and the continuity of life, but it also has a job to observe and mourn and express sadness for the massive loss that our communities have gone through. I think that I don't know what those memorials are. Right now at my studio, we're making one COVID memorial, which is actually, do you want me to show you an image? Yeah, sure. Let me show you. So this is, no one's seen this, you guys. So let me just share my screen. Boom. Here it is. And let me just go to random. Sorry about this, but it's the only way. Random. Boom. So sorry that you're looking through my hearts and through all my messages, but sometime here. Milan, oh, here it is. So check this out, you guys. This is a portrait that was received over the internet. And we've created it with sand. So there's a writer that has moved the sand like an hourglass, and then over time, the entire platform falls forward and the portrait disappears. And then we render a new portrait. So basically it's, you send an image online, the image receives it, clock, an hourglass draws it in sand, then lifts the platform, and then a new one comes in. And we photograph each one of the sand drawings for the person. And then we have an archive of all the different, people who have died throughout COVID. Wow. So that's one thing that we're trying to do at the studio, to remember, because the numbers, our job as artists, in my opinion, in data, is if I tell you that 80,000 children die every day of curable diseases, we hear the statistic and it doesn't mean much. We don't know how do we measure this. So I think it's a challenge for us to try and take this data, which is so abstract, and make it something that has, a sense of time and a sense of belonging. Artistic data viz, finalement. Yeah, exactly. Yeah, that's very important. Qui amène une réflexion. Là, je vois que Louis-Charles est apparu. Est-ce qu'on est en train de take over? Non, je voulais tout simplement me joindre un peu à la conversation. On est déjà, il est 6h moins 10. C'était pour vous saluer, mais j'aurais envie que ça continue encore longtemps.
Je pense pas qu'on a beaucoup de questions. Si le public est un peu comme moi, on est un peu abasourdi par ce que vous nous présentez. Je pense qu'on a vécu, en tout cas, je parle pour moi, c'est un super beau moment de voir cette conversation-là parce qu'on voit à la fois Catherine réfléchir à ce nouveau médium qu'elle est en train de développer et la capacité à Raphaël, avec tout son bagage, de nourrir ça. C'est vraiment très, très beau de vous voir dans ça. C'est un super beau privilège que d'être témoin de cette rencontre-là. Donc, mais je ne veux pas vous interrompre. Catherine, est-ce que toi, tu as d'autres questions encore? Continue encore un peu avec les questions, puis que toi, tu aurais à Raphaël ou… Ben, oui, non. Ben oui, je pourrais continuer comme ça 10 heures de temps. Poser des questions à Raphaël. Je suis tellement admirative puis fan de son travail. Mais j'étais curieuse de savoir là, si tu voulais enchaîner avec les questions on n'a des pas, gens. comme je vous dis, on n'a pas beaucoup de questions. Moi, j'en ai, mais je Go! pense que j'en poserai peut-être une question, si vous me permettez. Raphaël et Catherine, vous avez parlé de vous sentir comme des imposteurs. J'aimerais ça que vous me parliez de ça parce que je me rends compte que à peu près, en fait, la majorité des gens que j'admire, quand je leur fais part que je ne me trouve pas nécessairement à ma place, puis je ne suis pas sûr que je devrais être là parce que je pense que je souffre de ça énormément. Et je me rends compte que le nombre de personnes qui me disent qu'ils se sentent comme ça est grandissant. Et comment vous faites au quotidien pour vivre avec ça? Intellectuellement, je pense que ça nous amène à plein d'endroits, mais émotivement, comment on se nourrit, j'ai l'impression que vous allez avoir tous les deux des réponses très différentes à cette question-là. Ça, c'est une question psychologique. Ça, c'est pour mon psychothérapeute. I think, but I think it's actually a really, in my opinion, being conscious of your limits is a very healthy thing. I am Mexican, so I'm originally from Mexico. And in Mexico, we have a big tradition of messianic artists who have the answers to everything. And they're like revolutionaries, and they know everything. They tend to be men, and this is very attractive. And there's something very beautiful and heroic about this. But I think today, anybody who is more humble has a bigger chance of making an impact because nobody is an expert. Like we know now that the limitless, the boundless information that exists, nobody can adopt that. And I think that it's a normal way to distance yourself from the heroic. And in my opinion, it's not a problem to feel like I'm an imposter. Especially, it's not a problem if I can support my studio. All I care is that the studio can be maintained. And that's really the fundamental thing is how can I continue creating even if I'm not sure, because I don't think any artist is ever sure. I mean, what do you think, Catherine? C'est vraiment une grande question, je suis d'accord. Moi aussi, il faudrait en parler à ma psy. Je pense que c'est symptomatique aussi d'un contexte qui est très actuel, c'est-à-dire que quand on est curieux, quand on est dans la création, puis c'est pas juste dans la création, là, le syndrome de l'imposteur, bien entendu, mais quand on est curieux, on a le goût d'essayer plein de choses, de se dépasser, d'apprendre, de manipuler des choses différentes. Et dès qu'on arrive dans quelque chose qui est nouveau, bien forcément, on l'apprend, donc on ne se sent pas comme un expert, puis on ne l'est jamais, on continue toujours d'apprendre. Et maintenant, je pense que pour faire face à tout ce qui s'en vient dans nos vies, nos enfants, en tout cas moi, mes fils, j'espère qu'ils seront curieux puis qu'ils auront le goût de trouver des solutions à tout ce qui s'en vient avec plein de moyens différents. Puis qui dit plein de moyens différents, ben dit apprentissage, donc dit syndrome de l'imposteur, forcément. Je pense que ça va être
de plus en plus fréquent. Qu'en cheminant dans la vie, on va devoir faire 1000 choses différentes pour répondre à 1000 besoins différents, sociétaux, écologiques, name it. Et pour ça, ben, je pense qu'il faut se donner la chance d'apprendre. Et puis moi, pour ma part, le syndrome de l'imposteur vient avec cette curiosité puis ce désir d'apprendre constant. Je pense que les deux font la paire, là, pour ma part. Merci. Donc, j'invite ceux qui sont avec nous, si vous avez des questions, n'hésitez pas dans la fonction converser dans Zoom ou sur Facebook. Il y a une question pour Raphaël de quelqu'un que tu connais, je crois. Mélissa Mongia a une question pour toi. Elle te demande en anglais, curious to hear about dérive. Maybe some people in the audience would like to contribute to that. Donc, elle lance une invitation à parler de cette notion-là de dérive dans votre... et je pense que la question s'adresse à toi, Raphaël, mais je suis certain que Catherine aurait des choses à contribuer à ça. On l'a vu dans son projet de Venise. So, thank you so much, Melissa. So, dérive is, of course, the concept of Guy Debord and the Situationists, and of being able to be rudderless and a little bit more horizontal and moving around. But I think Melissa is referring to a new company that I just started, which is an art agency. And it's an art agency which will represent not artists, but artworks. And these artworks are experiential, so ephemeral, mostly projection-based artworks that can go on tour. So I find that one of the big problems I have as an artist is how to maintain operations without depending on the art market. Because even though I'm lucky and the art market does help my studio, so how do I support 15 people is through the sales of works, but also through the performance of works. And now I'm 52 years old, I'm tired. I don't want to tour with the project so much. And so I'm creating a new agency which will take this artwork and have the technicians to be able to tour the project around the world without me needing to be in there. So this is very similar to theater. The presentation of this work will help the studio support operations. So I'm looking for financial models to be able to be independent and autonomous. So Dérive is a new agency for that. Puis, si on revient plus à la notion plus générale de dérive à ce moment-là, toi, Catherine, est-ce que tu rajouterais quelque chose? Ben, je vais y aller plus directement parce que de trouver un business model qui peut supporter l'art, parce que si on n'est pas dans ce cercle élitique des artistes choisis, des artistes exposés, bon, blablabla, c'est vraiment difficile de se tailler une place qui peut nous permettre d'en vivre. C'est une situation très, très vraie. C'est pas une légende urbaine. Puis c'est d'autant plus difficile pour les artistes féminins de se tailler une place. Honnêtement, c'est un monde très patriarcal, malheureusement, encore en 2020. Donc, je trouve que l'initiative de trouver un modèle d'affaires qui fasse en sorte qu'on puisse supporter, comme vous, Raphaël, le travail d'un studio, puis d'être capable de continuer à faire de la recherche et de la création parallèlement à ça, c'est vraiment une belle initiative. Tout à fait. Je regarde. I think it's interesting. Sorry, just one comment. I think it's a taboo between artists, between designers to speak about money. But I think we must speak about money because the problem is we all have this kind of idea of the bohemian, and sometimes one time somebody insulted me and said, "You are a budget artist." And I'm like, yeah, that's fine. I don't mind to be called a budget artist because if I can accept certain jobs and work and maintain the operations of my studio, it means that I don't have to sell out, or it means that I don't have to work with companies that I don't want to. So this autonomy comes from a management of
the income and the expenses of a studio. And I find that in the art world, artists, designers, they're not taught how can you make money out of this, and how can you feel confident about making this sustainable. Everybody else does. The art and designers and poets, we're the only ones who don't talk about it, but the gallerists talk about it, the collectors talk about it, the directors of museums talk about it. We need to share experiences to help the entire community increase our level of income far beyond just being able to support ourselves in a welfare state. Tellement, tellement. Je regarde dans les questions. Il y en a une que je pense serait intéressante pour, encore une fois, tous les deux. Je pense qu'elle s'adresse plus spécifiquement à Raphaël, mais encore une fois, on pourra voir. Est-ce que les différentes réactions du public interagissant avec vos pièces font partie du processus de création? Est-ce que vous cherchez des réactions spécifiques? I guess the question is there a feedback loop within the project? I hope I'm not butchering the question. No, it's good. Yeah, and that's a great question. So my projects that's the problem with a lot of interactive art, is that you imagine it, you program it, but then you beta test it, you present it to the public, and then you realize that many of the decisions that you made are wrong, and you must modify it over time. And so I do believe that the feedback of the public fundamental for seeing these works. This is the same in theater. In theater, if you see a piece by Robert Lepage, like when it first opens, and then you see it again in 2 years' time, it's completely different, because over time you adopt and adapt it. But I should say that some of the works are actually wanting people to participate, but without looking for a specific reaction. So what you're looking for is for the artwork to be out of control, for no one to tell you what to do or not to do. And sometimes, for example, I made a very serious projection in the Landed Zeughaus in Graz in Austria, which was about fear and death and so on and so forth. And people found it playful and fun. And I love this mistake. I love that my work can be read in a way that I did not anticipate. So I try not to control how people will see the work or how they will behave. In fact, when the piece is open, it's an experiment, and you're one more participant, and you're one more person looking at what emerges. So in a sense, Catherine spoke of that earlier, l'idée de redonner aux gens aussi, mais de recevoir ce que l'œuvre nous dit. Puis dans le même ordre d'idée, il y a quelqu'un qui pose la question à Catherine. Tu as dit que tu as dans tes petits carrés de lin qui ont été déposés à Venise, il y a une personne qui demande quelles étaient les réactions des gens. Tu as dit que tu les as photographiées. Est-ce que tu as pu cataloguer quelques-uns des réactions types ou de cette espèce de mouvement de générosité-là? En toute transparence, quand je disais que les touristes débarquent là-bas pour juste prendre, ils ne sont pas très conscious de l'environnement autour d'eux. Ils sont juste là pour aller manger là, faire un tour de gondole, repartir, acheter quelque chose. Donc, il n'y en a eu que 2 que j'ai pu photographier où il y avait vraiment de réelles interactions. Puis, il y avait beaucoup d'interrogations. Puis, il y a une personne, je ne l'ai pas photographiée malheureusement parce que je ne voulais pas qu'elle voie que j'étais en train de l'observer, mais elle est partie avec un carré de lin que j'avais laissé. Et puis, ça a été ma plus belle récompense, en fait, que quelqu'un le prenne, parce que je ne les mettais pas là pour qu'elle reste là, je les mettais là pour que les gens les prennent puis lui donnent une autre vie chez eux ou peu importe. Donc, ouais. Merci. Il y a une question de la part de Louise Pelletier, qui est la directrice du Centre de design et une collègue. Elle pose la question, je pense que ça fait on a parlé de mondialisation, bien sûr. Est-ce que ça devient une force? On a vu, Raphaël, tu nous parlais de côté négatif de ça, mais Louise pose la question suivante. Quelles sont les sources ou les projets qui ont le plus influencé le travail de Raphaël? Dans les projets du portrait de Sable, il semble y avoir une influence de la philosophie orientale. So
Merci. It depends very much on the project. So yeah, I mean, certainly it's almost like a mandala. It's like this desire to put the sand in a form and then let it disappear. But I try to make this more about, so what you did not see is that the machine is actually an hourglass. So I don't know how do you say hourglass? Un sablier. Un sablier. Sablier. It's a sablier. And so it's a very, very, very clean metaphor of just time passing, of it moving around and having this kind of contamination, you know, it's like, it's not perfect. So it spills the sand. And so I love this idea of the watch that spills the sand because it renders it useless. So it's a little bit more about, or it will be a little bit more for me, about this idea of just how life spills away. But certainly it has a precedence, you know, there's a lot of different kinds of land art and mandalas and so on that are of interest. I mean, I think that we have to be very careful not to co-opt or not to, you know, sort of, what's the word? When you take over somebody else's culture and you try to do it. Yeah. Appropriation. So we have to be careful with that. But I am conscious that globalization is not just trying to kill us. It's also trying to bring in new networks of solidarity. So we are aware that never in the history of humans have we had such rich people and such poor people. But the fact that we are aware of this and that we can track it, I think will bring about a movement or a desire for the general public to express a new solidarity, that democratic socialism will come back, that there will be equality, that there will be justice. So all of these things, I think, can also be globalized. They're globalized desires. So I did not mean to say globalization is just awful. No. It's got some good parts. Definitely. Maybe one last question. Is that okay? Quel a été le plus grand défi de travailler dans un monde plus numérique? Et selon vous, quelle est la force ou la nouvelle perspective que vous apportez dans ce domaine? Do you want to answer, Catherine, or do you want me to? Allez-y, commencez. Okay, so I'll just start by saying that I think that there is a real danger in living in a society that is based on consumption and expansion that is unending. I think that technology is part of this smoke and mirrors that make us into this harder working people for less income, more control, and less freedoms. So I believe that we are actually living already in a very Orwellian world where all of our behaviors are tracked and classified. And we are seeing that the potential for a new fascism, as we're seeing in the United States, is real. And in Canada too, there's certain fascists here. So we need to make sure that the usage of this technology is not neutral, that when we're using it, we do so with a sense of the absurd and of poetry and of ambiguity and of this kind of sense of preserving what is it that makes us human, which is the death, right? So that's where forgetting is a very important part of being human. Our DNA forgets, DNA sequences and mutations happens, and that's how evolution occurs. So I think we are entering a very mechanistic world, a world where algorithms are making decisions, where most of the money that is exchanged in banks has nothing to do with people. It's just algorithms speaking to each other. So we're losing track. We are being appeased. We have a souci that we just sit there with our technology to calm us down. But the reality is that we need to get out there. And by out there, I mean the political, the economy, the environment, the relationships. I think that our biggest fear is that we are going to be divided. That we are going to be divided so that profit can win. And
it's happening already, and I don't know how to stop it. But I think that's the biggest defeat, the biggest challenge. Thank you for that. It's a very sober and it puts Depressing. things in perspective that are often seen as separate, which I find quite beautiful. Thank you so much for this. It's now reaching 6:15. I think there was one question, someone was wondering if we can find Dérive online. So I think you sparked people's attention for that. So yeah, so the website has not been launched yet. In fact, the company hasn't been launched yet. So I don't know where Melissa got her information, but she's a very, very, very good detective. It's going to be derive.art. So direct.art. perfect. That's going to be where the website will be in a couple of weeks. Okay, thank you so much for this. All right. Well, thank you so much for having me, and Catherine, thank you for making this happen. I really wish you your very best, and it looks amazing what you're doing. Send you the very best wishes. Merci Raphaël pour ta générosité, je l'apprécie vraiment. J'espère que c'est juste le début de plusieurs autres conversations. Oui. Donc, merci beaucoup Raphaël. Merci beaucoup Catherine, parce que sans toi, on n'aurait pas eu Raphaël. C'est le privilège. On a tous, je pense, un peu hâte de ne plus être dans Zoom, mais je pense que ce soir, ça a été un super beau privilège de vous avoir tous les deux comme ça. Merci infiniment. Pour la portée aussi, on est dans une école de design, on est là pour parler, on a parlé de projet, on a parlé de création, mais on est allé bien au-delà de ça. Et je trouve ça extrêmement inspirant parce que c'est vraiment la situation dans laquelle on est et dans laquelle on doit réfléchir. Puis maintenant, on a deux figures de plus qu'on peut rajouter sur une espèce de petit hôtel. Quand on est découragé, on va aller faire une petite prière à vous pour nous redonner le courage qu'on a besoin. Merci infiniment d'avoir été là pour ce soir. Donc, si vous voulez bien, avec ça, on terminerait la conversation de ce soir. Je n'ai pas envie, pour être bien honnête, mais je vous invite donc tout le monde, comme je vous l'ai dit, Catherine était un peu la cobaye de cette série-là. Merci beaucoup, tu as mis la barre très, très, très haute pour ceux qui vont te suivre dans les prochaines semaines. Donc, je vous invite le 5 novembre prochain à la prochaine conférence de Alain Carle. Et on ne sait pas encore qui Alain Carle va inviter, donc ça va être dévoilé. Je vous invite à aller voir sur le site de l'école. Vous allez pouvoir voir la série de conférences. Et aussi, je voulais remercier les gens à la technique ce soir. Donc, pas seulement la technique, en fait, je dirais support moral même. Donc, David Allard-Martin, merci infiniment. On ne serait pas ici ce soir devant vous sans David qui rend les choses possibles. Victor qui nous a donné un bon coup de main aussi. Merci Victor Bernaudon. Et je voudrais remercier aussi le comité de diffusion et de rayonnement de l'école. Donc Amandine Alessandra, Guillaume Sasseville et Sinisha Bredard qui nous aident à réfléchir à ce que l'école peut être et qui a créé, je dirais, le germe du petit projet que vous avez vu ce soir, la série de conférences qui commence. Donc, merci infiniment d'avoir été parmi nous et au plaisir de vous revoir nombreux et souvent. Donc, merci. Au revoir.